Je m'appelle Callum Ridgway, j'ai 33 ans et je pensais que ma vie était plutôt belle. Il y a 3 mois, je vous aurais dit que mon mariage avec Marissa était solide, peut-être même de quoi être fier. Nous étions ensemble depuis 7 ans et je pensais que nous avions trouvé comment faire en sorte que cela fonctionne, malgré nos différences. Elle venait d'un monde de vieil argent, de maisons chics, d'écoles privées et de noms de famille qui signifiaient quelque chose. Je viens d'une vie de col bleu. Mon père était mécanicien, ma mère infirmière et nous n'avons jamais eu grand-chose au-delà de ce dont nous avions besoin. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais juste un gars qui réparait des ordinateurs et elle était une belle et brillante femme qui ne semblait pas se soucier de d'où je venais. Je pensais que nous étions égaux, ou du moins je me suis convaincue que nous l'étions. Mais en regardant en arrière, je vois que les fissures étaient toujours là, attendant de s'ouvrir en grand. Sa famille, sa mère Blé et son frère aîné Grégory, ne m'ont jamais aimé. Chaque fois que j'étais avec eux, j'avais l'impression d'auditionner pour un rôle que je n'obtiendrais jamais. Ils souriaient, bien sûr, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas leurs yeux. Marissa l'ignorait toujours en disant « Ils viendront, Callum, laisse-leur juste le temps ». Je voulais la croire. Je l'ai vraiment fait, mais 7 ans, c'est long à attendre pour que les gens arrêtent de vous traiter comme de la saleté sous leurs chaussures cirées. Les choses étaient tendues depuis un moment. Quelques disputes ici et là, mais rien que je ne puisse gérer. C'est jusqu'à la réunion de famille annuelle à New York. C'était censé être un week-end de rapprochement, une chance d'arranger les choses. Marissa m'a supplié d'y aller, elle a dit que ce serait différent cette fois que sa famille me verrait telle que j'étais. Je n'en étais pas ravie. Honnêtement. J'aurais préféré rester à la maison et réparer une 12aine d'ordinateurs portables cassés plutôt que d'affronter à nouveau ses proches. Mais je suis allée la chercher. Le domaine était cette immense maison coloniale perchée sur une falaise, avec des escaliers raides et des pièces froides et résonnantes. C'était beau d'une manière qui vous faisait vous sentir petit, comme si vous n'aviez pas votre place à moins d'y être né. Dès notre arrivée, j'ai pu sentir le poids de leurs escaliers. Blé m'a accueilli avec une poignée de main, si molle que je l'ai à peine sentie, et Grégory a souri comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Tout le week-end s'est déroulé devant moi comme un test auquel je ne m'étais pas préparé, et je n'avais pas tort. Chaque conversation était un chant de mine. Je dirais quelque chose de simple comme à quel point il faisait beau, et Blé me corrigeait en disant qu'il faisait anormalement chaud pour cette période de l'année. Comme si j'avais insulté la famille en ne sachant pas. Grégory faisait un commentaire désinvolte sur mon travail, me demandant si j'avais déjà pensé à évoluer dans le monde. J'en rirais. Essayer de maintenir la paix. Mais à l'intérieur je bouillonnais. Marissa n'arrêtait pas de me dire de me détendre, qu'il ne voulait rien dire par là, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle le savait. Le 2e jour, je comptais les heures jusqu'à ce que nous puissions partir. J'ai gardé la tête baissée, je suis restée polie, mais c'était comme essayer de garder de l'eau dans mes mains. Ça n'arrêtait pas de s'éloigner. Le dîner de ce soir-là fut le point de rupture. Nous étions tous rassemblés autour de cette longue table cirée, les bougies vacillantes, les couverts teintants, et je pensais que je pourrais peut-être m'en sortir sans me battre. Marissa m'a serré la main sous la table comme si elle me soutenait, et pendant une seconde je me suis sentie bien. Mais ensuite Grégory recommença, plus fort cette fois, et Blé le rejoignit, démontant tout, depuis la façon dont je m'asseyais jusqu'à la chemise que j'avais choisie. Je pouvais sentir la pièce se fermer, tous ses yeux sur moi attendant que je fasse une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que ce serait différent. Peut-être que j'en avais juste marre de prétendre que ça ne faisait pas mal. Peut-être que je voulais leur prouver quelque chose, à Marissa, à moi-même. Quoi que ce soit, cela a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi, et à la fin de ce week-end, je n'étais plus le même homme qui avait franchi ses portes. Cette réunion n'était pas seulement une réunion de famille. C'était le début d'une tempête que je n'avais pas vue venir, une tempête qui couvait tranquillement depuis des années. Je m'appelle Callum Ridgway et je n'ai jamais su cacher ce que je ressens, surtout pas cette nuit-là à la réunion. Le domaine familial à New York ressemblait à un film. Grand, vieux et froid, avec sa vue à flanc de falaise et ses escaliers sans fin menant à des pièces que je n'avais pas le droit de voir. Marissa m'avait traîné là-bas, en promettant que ce serait différent cette fois, que sa famille me laisserait enfin tranquille. Je ne la croyais pas vraiment, mais j'y suis allée quand même, parce que je l'aimais et parce que j'espérais qu'elle aurait raison un jour. Tout l'endroit sentait l'argent et le jugement, et dès l'instant où nous sommes arrivés, j'ai su que j'y étais. Grégory, son frère aîné, l'attendait devant la porte d'entrée avec son sourire narquois, comme s'il avait déjà gagné une partie. Je ne savais pas qu'on jouait au BL. Sa mère s'est répandue dans un nuage de parfum et m'a lancé un regard qui disait que j'avais traqué de la boue sur ses sols parfaits, même si mes chaussures étaient propres. J'ai essayé de m'en débarrasser, je me suis dit que cela ne faisait que quelques jours, mais chaque pas que je faisais dans cette maison me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans un piège. Marissa n'arrêtait pas de me chuchoter, souriez, Callum, ils vont s'échauffer,
mais sa voix semblait plus désespérée que sûre. Mais le véritable test était le dîner. Nous nous sommes tous assis à cette table immense, comme on en voit sur les photos de la royauté, avec des bougies, des verres en cristal et plus de fourchettes que je ne savais quoi en faire. Je me suis habillée, j'ai mis une cravate, même si je les déteste, parce que je voulais m'intégrer ou du moins ne pas leur donner une cible facile. La nourriture sortait, des trucs raffinés que je ne pouvais pas prononcer, et je gardais la bouche fermée, hochant la tête pendant qu'il parlait de gens et d'endroits dont je n'avais jamais entendu parler. Puis Grégory entra. « Alors, Callum », dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise, comme si le monde lui appartenait encore en train de bricoler ses ordinateurs, ça doit être agréable d'avoir une vie aussi simple. Son ton était tout acerbe et quelques-uns de ses cousins ricanaient. Je me suis forcée à rire. J'ai dit que j'aimais mon travail, mais il n'a pas lâché, il n'a jamais pensé à faire quelque chose de plus ambitieux. A-t-il demandé, et je pouvais sentir les yeux de blé sur moi, attendant que je trébuche sur ma réponse. J'ai marmonné quelque chose à propos d'être heureuse là où j'étais, et Marissa a pressé mon genou sous la table, comme si c'était censé m'aider, n'est-ce pas? La pièce n'arrêtait pas de bourdonner de leur bavardage, et je me sentais comme un fantôme juste là, n'en faisant pas vraiment partie. Puis j'ai eu cette idée stupide de porter un toast. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que cela leur avait montré que je n'étais pas un étranger, que ma place était à cette table avec ma femme. Je me suis levée, je me suis raclé la gorge et j'ai commencé à parler de gratitude, de la chance que j'avais de faire partie de leur famille. Je l'ai gardé court, simple, rien d'extraordinaire. Mais à mi-chemin, sa cousine s'est mise à rire, pas fort, juste ce petit rire méchant qui s'est propagé comme une ondulation. Mon visage me brûlait et j'ai arrêté de regarder tous ces visages, certains amusés, d'autres ennuyés, aucun d'eux de mon côté. J'ai élevé la voix, sans crier, juste avec fermeté, et j'ai dit, je suis sérieux, je le pense vraiment. Les rires s'éteignirent et la pièce devint complètement silencieuse. Je pensais que peut-être j'avais réussi, qu'il m'avait entendu pour une fois. Mais ensuite Blé se leva, lentement et délibérément, comme si elle était sur le point de rendre un verdict. Nous ne tolérons pas les crises de colère à cette table, Callum. Dit-elle, la voix et les yeux froids. Crise de colère. Comme si j'étais un enfant en crise au lieu d'un homme essayant de dire quelque chose de réel. J'ai regardé Marissa, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour me soutenir. Elle ne l'a pas fait. Elle se contenta de fixer son verre de vin, le faisant tourner comme s'il contenait toutes les réponses. Ma poitrine se serra et je me rassis, le silence s'installant sur moi, le reste du dîner s'éternisant, les fourchettes raclant les assiettes, les voix reprenant comme si de rien n'était. Mais j'avais fini. Je pouvais le sentir dans mes tripes. Ce n'était pas juste une autre mauvaise nuit. C'était le début de quelque chose qui se brisait. Grégory a souri par-dessus la table, Blé a siroté son verre et Marissa n'a pas voulu croiser mon regard. J'ai essayé de construire un pont avec ce stupide toast et ils l'ont brûlé avant que je puisse finir. J'ai gardé la bouche fermée après ça, hochant la tête quand il le fallait, mais à l'intérieur j'étais en colère. Pas bruyant, pas sauvage, juste cette chaleur constante et croissante. Je ne pouvais pas trembler. J'avais passé des années à prendre leur vaccin, ravalant ma fierté, me disant que ça valait le coup pour elle, mais assis là à la regarder choisir son vin plutôt que moi, j'ai commencé à me demander combien je pourrais en supporter encore. La nuit s'est terminée par des adieux polis et de faux sourires et j'ai suivi Marissa jusqu'à notre chambre, le poids de ce moment pesant toujours sur moi. Je ne le savais pas encore, mais ce toast devenu froid était la première fissure dans un mur que je retenais depuis trop longtemps. Je m'appelle Callum Ridgway et je n'ai jamais été du genre à avoir de grosses éruptions cutanées, mais ce soir-là, après le dîner à la Réunion, je ne pouvais plus me retenir. Nous étions retournés à la chambre d'amis. Marissa et moi partagions une configuration sophistiquée avec un lit à baldaquin et des rideaux, qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. La porte s'est refermée derrière nous et je suis restée là pendant une seconde, regardant le sol, essayant de trouver comment dire ce que je retenais depuis des années. Ma cravate m'étouffait, alors je l'ai arrachée et je l'ai jetée sur la chaise. Toute la nuit a rejoué dans ma tête les sourires narquois de Grégory, ceux de Blé Light, le licenciement froid et Marissa assise là comme une statue pendant que sa famille se moquait de moi. Je me suis tournée vers elle et elle était déjà perchée sur le bord du lit, les bras croisés, me regardant comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. « Qu'est-ce que c'était, Callum ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais aiguë comme si elle grondait un enfant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid, et j'ai dit « J'en ai assez, Marissa, j'en ai fini avec ça. » Elle a roulé des yeux et ce petit mouvement a allumé un feu en moi. Tu es trop sensible, dit-elle, comme si c'était un fait que j'aurais dû savoir maintenant. Il plaisantait juste. Il n'était pas nécessaire de faire une scène. Je n'avais pas crié, je n'avais rien lancé, j'avais juste élevé la voix pour finir un toast. Ils se sont transformés en punchline. Je me suis rapprochée,
les mains serrées à mes côtés, et j'ai dit, je suis ton mari, pas leur punching ball. Je prends leurs conneries depuis des années et tu ne me défends jamais une seule fois. Elle n'a pas bronché, a juste gardé les bras croisés serrés, son visage tout calme et serein, comme si elle avait répété ça. Vous ne comprenez pas, dit-elle. C'est comme ça qu'ils sont. Il vous suffit de vous en occuper. Traitez avec ça. 7 ans de commentaires sarcastiques, de faux sourires et de tests. Je ne pouvais pas passer, et elle pensait que je devrais continuer à l'avaler. Ma voix restait basse, mais elle tremblait. Maintenant, je ne devrais pas avoir à m'en occuper. Tu aurais dû me soutenir là-bas à la place. Tu les laisses me traiter comme si je n'étais rien. Elle soupira longuement et dramatiquement, comme si je l'épuisais. Vous exagérez cela de manière disproportionnée, dit-elle, et je pouvais entendre sa mère dans son ton, ce même côté supérieur. C'est à ce moment-là que je l'ai perdu. Pas fort, pas sauvage, juste ce léger claquement en moi. Non, Marissa, j'ai dit que non. J'ai fini de faire comme si tout allait bien. J'en ai fini d'être le gars qu'il frappe pendant que tu regardes, ses yeux se plissèrent et elle se leva, laissant finalement tomber ses bras croisés. Tu as 2 options, Callum, dit-elle d'une voix dure maintenant, s'excuser ou partir. Je me suis figée. La pièce devint si calme. J'entendais le vent faire trembler les vieilles fenêtres. S'excuser pourquoi? Pour essayer de dire quelque chose de réel, pour vouloir que ma femme s'en soucie. Je l'ai regardée, attendant qu'elle le reprenne pour se ramollir, pour me montrer qu'elle ne le pensait pas. Mais elle est restée là, la tête haute, comme si elle avait tracé une ligne et m'avait mis au défi de la franchir. J'avais passé des années à me battre pour nous, à défendre ma cause auprès de sa famille, à prouver que j'étais assez bon, à la supplier de me considérer comme autre chose que l'homme qu'il ne voulait pas qu'elle épouse, et maintenant elle me lançait un ultimatum. Comme si j'étais celui qui avait échoué. Ma poitrine me faisait mal, profondément et lourdement, mais ma tête était claire pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas supplié de changer d'avis, je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui les avait encore choisis à ma place. D'accord, dis-je d'une voix ferme, même si j'avais l'impression de me briser. Elle cligna des yeux comme si elle ne s'y attendait pas, mais je ne lui laissai pas le temps de répondre. Je me suis retournée, j'ai attrapé mon sac polochon dans le placard et j'ai commencé à emballer. Pas tout, juste ce dont j'avais besoin. Quelques chemises, mes jeans, ma brosse à dents. Elle me regardait silencieusement maintenant, et je pouvais sentir ses yeux sur mon dos, mais elle ne dit pas un mot. Non, attends, non, ne parlons de rien. J'ai fermé le sac, je l'ai passé sur mon épaule et je me suis dirigée vers la porte. Ma main était sur le bouton quand elle parla enfin. Tu fais vraiment ça? A-t-elle demandé, et il y avait une fissure dans sa voix. Mais ce n'était pas suffisant pour m'arrêter. Je ne me suis pas retournée. Ouais, j'ai dit, je le suis, et puis je suis partie. Le couloir était sombre, la maison calme, à l'exception du léger bourdonnement des voix en bas. J'ai descendu rapidement ces stupides escaliers pleurnicheurs, devant les portraits de ses ancêtres qui me regardaient comme s'ils savaient que je n'appartenais pas à moi. Mon camion était garé devant, et j'ai jeté mon sac à l'arrière, je suis montée dedans et j'ai démarré le moteur. Les phares traversèrent la nuit, et je quittai le domaine en rétrécissant dans mon rétroviseur. Je ne savais pas encore où j'allais, juste que je ne restais pas. Mes mains agrippaient fermement le volant, et mon cœur battait à tout rompre, mais je ne me sentais plus piégée. J'avais passé tellement de temps à essayer de m'intégrer dans son monde, à me plier pour que ça marche, et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas obligée de le faire. Elle m'avait donné le choix, m'excuser ou partir, et j'avais choisi celui-là. Elle ne pensait pas que je le ferais. La route s'étendait devant moi, vide et noire, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je m'appelle Callum Ridgway, et je n'ai pas regardé en arrière après avoir quitté cette grande maison froide sur la falaise. Le moteur du camion grondait sous moi alors que je m'éloignais de la Réunion, loin de Marissa et de sa famille, loin de cette année passée à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mes mains étaient toujours attachées au volant, mon sac rebondissait sur la banquette arrière et mon esprit tournait. Mais je ne me sentais pas perdue, pas encore. Je savais juste que je ne pouvais pas rentrer chez moi, ni dans l'appartement que nous partagions, ni dans cette vie qui ressemblait à une cage avec son nom dessus. J'ai roulé toute la nuit, la route sombre et calme, passant devant de petites villes dont les lumières s'éteignaient une à une. Mon téléphone est resté éteint. Je ne voulais pas entendre sa voix, ni celle de Grégory ou de Bliss, je ne voulais pas voir les messages dont je savais qu'ils allaient arriver. 2 heures plus tard, j'ai vu un panneau indiquant un petit aéroport, un de ces aéroports régionaux qu'on manquerait si on ne regardait pas. Ce n'était pas grand-chose, à peine plus qu'une bande de pistes et un bâtiment bas en briques, mais quelque chose m'a attiré. J'ai garé le camion, j'ai attrapé mon sac et je suis entrée. L'endroit était à moitié endormi, juste un gars du conseil d'administration au comptoir et quelques distributeurs automatiques bourdonnant dans le coin.
Je n'avais pas de plan, je ne savais même pas où je voulais aller. Mais quand je suis arrivée au bureau, j'ai demandé « Quel est le prochain vol ?» Le type a à peine levé les yeux, tapant sur son ordinateur. « J'en ai reçu un dans l'Oregon en 40 minutes, a-t-il dit. Un aller simple pèse 2 cents $ Oregon. Je n'y étais jamais allé, je n'y avais jamais vraiment pensé, mais cela me paraissait loin, très loin de New York, loin de sa famille, loin du désordre dont je venais de sortir. Je vais le prendre, dis-je en sortant ma carte. Il haussa les épaules, imprima le billet et le tendit comme si ce n'était pas grave pour lui. Ce n'était pas pour moi, c'était tout. Je me suis assis sur une chaise en plastique dure près du portail, mon sac à mes pieds, regardant l'horloge sonner, mon cœur battait toujours la chamade. Mais ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose comme un soulagement mêlé à une sorte d'énergie sauvage que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'avion était petit, un de ces poodle jumpers avec des sièges étroits et un seul couloir. Mais je m'en fichais. Je me suis faufilée près d'une fenêtre, j'ai attaché ma ceinture et j'ai regardé la piste sombre. Lorsque les moteurs ont rugi et que nous avons commencé à rouler, j'ai senti le sol glisser et avec lui tout le poids que je portais là-haut, à 20 000 pieds dans les airs. C'était juste moi et le bourdonnement de l'avion. Aucune voix ne me disait ce que je devais faire, aucun regard ne me jugeait pour ce que je n'étais pas. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant tout le vol, je ne l'ai même pas vérifié à l'atterrissage. Je ne voulais pas savoir si Marissa avait appelé, je ne voulais pas l'entendre me demander pourquoi j'étais partie ou me dire de revenir. L'aéroport de l'Oregon était plus grand mais toujours calme, le genre d'endroit où les gens bougent lentement et ne posent pas de questions. J'ai loué une voiture avec de l'argent, une berline déglinguée qui sentait le vieux café et j'ai roulé vers la côte. Je n'avais pas de carte, juste une vague idée de me diriger vers l'ouest, jusqu'à ce que je touche l'eau. Le ciel commençait à s'éclaircir au moment où j'arrivais, gris et doux, avec la promesse du matin. J'ai trouvé un motel bon marché près de la plage, du genre avec de la peinture écaillée et une enseigne au néon qui vacillait. La dame à la réception ne se souciait pas de qui j'étais ni de la raison pour laquelle j'étais là, elle a juste pris mon argent et m'a donné une clé. La chambre était petite, un lit, une chaise, un lavabo, avec un miroir fissuré. Mais c'était le mien, du moins pour le moment. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assis sur le bord du matelas en écoutant le faible bruit des vagues à l'extérieur. Mes mains tremblaient un peu, non pas à cause du froid, mais à cause de l'agitation. Je l'avais fait. J'étais partie, j'avais acheté un billet et j'avais atterri à l'autre bout du pays sans plan ni excuse. Une partie de moi se demandait ce que Marissa faisait à ce moment-là, l'avait-elle déjà dit à sa famille? Est-ce qu'ils en riaient, en disant qu'ils savaient que je finirais par craquer? Je pouvais imaginer Blé secouant la tête, Grégory souriant et Marissa assise là, peut-être confuse, peut-être en colère, mais probablement pas, me poursuivant. Elle m'avait donné cet ultimatum, s'excuser ou partir, et je choisirais la porte. Elle ne pensait pas que je l'accepterais. Je me suis allongée sur le lit, regardant le plafond taché, et j'ai laissé le calme pénétrer. Personne ne savait où j'étais, personne ne pouvait m'atteindre. Pour la première fois depuis des années, je ne répondais à personne, ni à elle, ni à sa famille, ni même à moi-même, de cette vieille manière implorante que j'avais l'habitude de faire. L'air sentait le sel et la liberté, et même si je ne savais pas ce qui allait suivre, je savais que je n'y retournerais pas. L'Oregon était une page vierge, un endroit où je pouvais respirer sans que personne ne me dise que je faisais une erreur. J'ai fermé les yeux, le bruit de l'océan s'infiltrant à travers les fines parois, et j'ai pensé, ça y est, c'est à moi. Le billet aller simple n'était pas seulement un vol. C'était une ligne que j'avais tracée et je ne la franchissais pas. Je m'appelle Callum Ridgway et ces premiers jours dans l'Oregon m'ont donné l'impression d'être sorti de ma propre vie pour entrer dans celle de quelqu'un d'autre, une meilleure, une plus calme. Je me suis réveillée dans cette chambre de motel bon marché avec le miroir fissuré et le bruit des vagues qui se faufilaient par la fenêtre et, pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir m'expliquer à qui que ce soit. Mon téléphone était toujours éteint, enfoncé au fond de mon sac, et je n'étais pas prêt à le rallumer. Je ne voulais pas savoir ce qui m'attendait, les appels manqués, les SMS, tout ce que Marissa ou sa famille avaient à dire. Je voulais juste le silence et l'Oregon me l'a donné. Après une douche rapide dans cette petite salle de bain, j'ai attrapé mes affaires et suis partie, pensant trouver quelque chose de plus permanent. La dame à la réception n'a même pas levé les yeux quand j'ai laissé tomber la clé. Et j'aime ça. Pas de questions, pas de chichi. J'ai longé la côte dans cette berline de location. L'océan à ma gauche, gris et sans fin, et les arbres à ma droite, grands et verts. D'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. À l'est, c'était magnifique, mais pas de manière bruyante, juste stable, comme si cela n'avait rien à prouver. Je me suis retrouvée dans une petite ville, un de ces endroits, avec une seule rue principale et une poignée de magasins qui semblaient être là depuis toujours. Il y avait une affiche dans une fenêtre,
studio à louer, $600 par mois. Je me suis arrêtée, j'ai appelé le numéro et j'ai rencontré un gars nommé Tom qui sentait le poisson et m'a remis les clés après lui avoir donné de l'argent pour le premier mois. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire. Une chambre avec une kitchenette, une salle de bain et une vue sur l'eau. Si vous vous penchiez par la fenêtre, c'était parfait, mais c'était le mien. J'ai laissé tomber mon sac par terre, je me suis assis sur le canapé grumeleux et j'ai poussé un soupir. Je ne savais pas que j'avais tenu ce premier jour. J'ai marché jusqu'à la plage, les mains dans les poches, le vent tirait sur ma veste, le sable était froid sous mes chaussures et les vagues roulaient lentement et régulièrement comme si elles me disaient de prendre mon temps. Je me sentais plus légère que depuis des années, comme tout ce poids de la famille de Marissa. Leurs coûts, leurs règles, leurs attentes étaient restées à New York. J'ai trouvé quelques emplois indépendants en informatique en ligne, des choses faciles que je pouvais faire de n'importe où, et j'ai acheté des produits d'épicerie dans un petit magasin où le caissier m'a souri comme si j'étais déjà un habitué. C'était simple, et c'était ce dont j'avais besoin chaque semaine. Au 3e jour, la pièce a commencé à se fissurer. J'ai laissé mon téléphone éteint, mais la curiosité, ou peut-être la stupidité, a pris le dessus sur moi et je l'ai rallumé. L'écran s'est allumé avec des notifications, les unes après les autres, comme une tempête. Marissa avait appelé 10 fois, laissé des messages vocaux que je n'écoutais pas. Grégory a envoyé un texto, « Tu es un vrai travail », s'enfuyant comme ça. Le message de la vie était plus long, quelque chose sur la façon dont j'avais déshonoré la famille et abandonné mes responsabilités. J'ai tout parcouru, mon estomac se tordant, mais je ne l'ai pas laissé pénétrer trop profondément. Je l'avais déjà entendu, leur colère, leur blâme, et je n'allais plus le porter. Il y avait des messages de ma sœur, trop inquiète, et quelques messages de mon pote Dorian, qui venait juste d'arriver. J'y reviendrai plus tard, mais pas encore. J'ai supprimé les discussions du groupe familial. Marissa m'avait forcé à participer à ces discussions interminables où ses cousins planifiaient des brunchs et sa mère envoyant des rappels passifs et agressifs sur l'étiquette. Mon téléphone était plus propre après cela, comme si j'avais nettoyé une couche de saleté. Les appels continuaient à arriver via Marisso, puis Grégory, puis un numéro que je ne reconnaissais pas mais que je pensais être Blé, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'entendre la panique ou la rage, je n'avais pas besoin de savoir s'il me maudissait ou pleurait. Je connaissais déjà le scénario. J'étais le méchant, celui qui abandonnait, celui qui ne pouvait pas gérer ça. Très bien. Laissez-les penser que je me suis assis à la petite table de mon studio, que j'ai ouvert mon ordinateur portable et que j'ai tapé un email à Marissa. Ce n'était pas long, juste quelques lignes. Je suis en sécurité, je ne reviendrai pas. Si vous avez besoin de me contacter, parlez-en à mon avocat. Je n'avais pas encore d'avocat, mais j'en trouverai un assez tôt. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur la chaise en regardant le plafond. Pas d'excuses, pas de place pour elle à discuter. C'était la dernière chose que je lui dirais pendant un moment, peut-être jamais. Le téléphone sonna à nouveau, mais je l'éteignis et le jetai sur le canapé. Dehors, le ciel devenait rose au-dessus de l'eau et je marchais sur le petit balcon en respirant l'air salin. J'entendais les mouettes et le bourdonnement sourd d'un bateau quelque part au loin. C'était ma vie maintenant, tranquille, la mienne, les règles de personne d'autre. Je ne savais pas combien de temps cela avait duré, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire ensuite, mais pendant ces premières 48 heures, j'avais trouvé quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, la paix. Le silence n'était pas seulement l'absence de bruit, c'était l'absence de leur voix, de leurs revendications, de leur jugement. Ça disait tout ce que je ne pouvais pas mettre en mots. Je m'étais éloignée et je ne regardais pas en arrière. Les vagues continuaient de rouler, régulières et sûres, et je les laissais me submerger, noyant le passé, un fracas à la fois. Je m'appelle Callum Ridgway et après une semaine dans l'Oregon, j'ai commencé à avoir l'impression que la poussière retombait enfin, pas seulement autour de moi mais aussi à l'intérieur de moi. Ce petit studio au bord de la mer était désormais chez soi, avec ses sols grinçants et la brise salée qui glissait par la fenêtre. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues, je préparais du café dans la tasse ébréchée que j'avais achetée dans une friperie et je m'asseyais à ma table avec mon ordinateur portable pour chercher des emplois informatiques indépendants pour garder mes factures payées. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien et c'était suffisant. De retour à New York, je ne pouvais qu'imaginer ce qu'ils disaient de moi. La famille de Marissa avait le don de tout transformer en une histoire dans laquelle ils étaient les victimes et j'étais le méchant qui était parti en trombe et les avait tous laissés en ruine. Il nous a abandonnés. Je pouvais entendre Blé dire, sa voix dégoulinante de cette fausse blessure pour laquelle elle était si douée. Il était instable. Ajoutait Grégory en souriant, comme s'il avait toujours su que j'allais craquer. Il ne pouvait pas supporter la pression. Marissa pourrait dire, calme et triste, comme si elle était déçue, mais pas surprise.
Je n'ai pas eu à deviner trop fort. J'avais vécu avec leur jugement assez longtemps pour savoir comment ils le tourneraient. Ils s'asseyaient autour de cette grande table au domaine, sirotant du vin et me séparant, se convainquant que j'étais le problème depuis le début, mais je n'étais pas là pour l'entendre et c'était la meilleure partie. Mais j'avais des gens qui voyaient les choses différemment, mes propres témoins, pourrait-on dire. Ma sœur, Ellie, m'avait vu rétrécir au fil des années, essayant de m'intégrer dans le monde de Marissa. Elle m'appelait après chaque visite chez eux pour me demander « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça ?» Je l'ignorerais, je lui dirais que ce n'était pas grave. Mais elle savait mieux. Mon meilleur ami, Dorian, était pareil. Il était là depuis le début, à l'époque où Marissa et moi sortions ensemble, et il m'avait vu disparaître lentement dans l'ombre de sa famille. « Tu n'es pas toi-même avec eux, mec, disait-il, et j'en riais. Mais il avait raison. Ils ont tous deux essayé de me prévenir à leur manière que je perdais quelque chose, moi-même, peut-être. Et maintenant que j'étais partie, je pouvais le sentir revenir. Marissa n'a pas demandé le divorce, pas tout de suite, et ça ne m'a pas surpris. Elle n'était pas du genre à agir vite. Elle attendrait, jouerait, verrait si je m'arrêterais en premier. Blé lui a dit que je reviendrais en rampant, la queue entre les jambes, implorant pardon. Ils le font toujours. Je pouvais l'entendre dire avec suffisance et certitude, comme si j'étais un chien errant prévisible. Grégory la soutenait, en disant que je n'avais pas le courage de rester partie. Il restait assis là à comploter combien de temps il me faudrait pour craquer, combien de jours avant que je me présente à l'appartement avec des excuses et une promesse de bien me comporter. Mais les jours se sont transformés en semaines et je n'ai pas appelé, je ne l'ai pas fait. SMS, ne s'est pas présenté. J'avais envoyé ce seul email. Je suis en sécurité, je ne reviendrai pas. J'ai parlé à mon avocat, et c'est tout. Silence radio de ma part, et ça les a rendus fous. Je parie que je pourrais imaginer Marissa vérifiant son téléphone, attendant quelque chose qui n'arriverait pas, sa mère planant au-dessus de son épaule lui disant d'être patiente. Mais je ne jouais plus à leur jeu. Ici, je respirais à nouveau. Je respirais vraiment, pas seulement j'aspirais de l'air entre leurs piqûres et leurs attentes. L'air de l'Oregon était pur, vif, avec du sel et du pain, et il remplissait mes poumons comme s'il effaçait toutes les années que j'avais passées à retenir ma respiration. Je me promenais sur la plage le matin, les mains dans les poches, regardant les vagues entrer et sortir, et c'était comme si elles lissaient les aspérités en moi. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste de mon petit logement, de mon travail et du calme. J'ai supprimé leur voix de mon téléphone, leur visage de ma tête et chaque jour, je suis resté absent. Je me sentais plus fort, comme si je construisais quelque chose de nouveau à partir des morceaux qu'ils essayaient de briser. Je pensais parfois à ma mère, à la façon dont elle nous avait élevés seuls, moi et Ellie, après la mort de mon père, travaillant de longues journées à l'hôpital pour nous nourrir. Elle ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle était, elle n'a jamais cédé à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait d'elle, et j'avais oublié cela de moi-même quelque part en cours de route. La famille de Marissa m'avait fait me sentir petit, comme si je devais prouver que je valais quelque chose. Mais ici, je n'avais rien à prouver. Les gens que j'ai rencontrés, le gars de l'épicerie, la dame qui tenait le café en bas de la rue, ne se souciaient pas d'où je venais ni avec qui j'avais épousé. Ils ont juste hoché la tête, dit bonjour et m'ont laissé tranquille. C'était simple, et simple était la liberté. J'ai gardé mon téléphone éteint la plupart du temps, je ne l'allumais plus que pour parler avec Ellie ou Dorian, qui m'avaient tous deux applaudi quand je leur avais dit que j'étais partie à peu près. Ellie a dit, et Dorian a juste ri en disant, « Je savais que tu l'avais en toi. » C'étaient mes points d'ancrage, ceux qui m'ont rappelé que je n'étais pas fou de m'en aller. Marissa pouvait attendre tout ce qu'elle voulait, sa famille pouvait raconter leurs histoires, mais je n'y retournerais pas. La poussière était retombée et j'étais toujours debout, plus fort, plus calme et enfin libre. Je m'appelle Callum Ridgway et 2 mois après avoir atterri dans l'Oregon, j'ai dû y retourner, pour ne pas rester, pour ne pas arranger les choses. Juste pour avoir ce qui m'appartenait. J'ai vécu léger dans ce petit studio côtier, travaillé en freelance, respirant l'air salé, mais il y avait des choses dans l'appartement que je ne pouvais pas laisser derrière moi pour toujours. Pas des meubles ou des objets de luxe, Marissa pouvait garder tout ça, mais les petites choses qui comptaient. Les vieux livres de ma mère, une montre que mon père m'avait donnée avant de passer quelques photos de moi et d'Ellie quand nous étions enfants, c'étaient les miens, légalement et de toute autre manière, et je ne les laissais pas rester. Enterré dans son monde, j'ai donc réservé un vol pas cher pour rentrer à New York, loué une voiture à l'aéroport et me suis rendu à l'appartement par un mardi matin gris. Tout le voyage avait l'impression de rentrer dans un souvenir. Je ne voulais pas revivre les routes familières, le bourdonnement de la ville, le poids de tout cela qui revenait. Je n'ai dit à personne que je venais, ni à Marissa, ni à sa famille, ni même à Ellie ou Dorian. Je voulais que cela se fasse rapidement et silencieusement avant qu'ils puissent en faire un combat.
L'appartement avait le même aspect lorsque j'ai remonté les élégantes fenêtres en verre d'un immeuble, le genre d'endroit que son argent avait choisi, pas le mien. J'avais toujours ma clé et elle tournait dans la serrure assez facilement. Les portes s'ouvraient sur cette odeur stérile et chère que je n'avais jamais aimée. L'endroit était vide, du moins c'est ce que je pensais. Les chaussures de Marissa n'étaient pas près de la porte, son manteau n'était pas sur le porte-manteau. J'ai poussé un soupir et je me suis mis au travail, sortant quelques cartons du placard et commençant dans la chambre. J'ai pris les livres sur ma table de nuit, la montre dans le tiroir et une poignée de vêtements qui ne me dérangeait pas de prendre. C'était étrange d'être là sans sa voix en arrière-plan, sans ses yeux qui me regardaient comme si j'étais sur le point de gâcher quelque chose. J'étais à mi-chemin de mes bagages, lorsque la porte s'est ouverte derrière moi. J'ai figé les mains sur un cadre photo, et je me suis retournée pour voir Marissa debout là. Pas d'avertissement, pas d'appel, juste elle dans ce petit manteau. Sa mère lui a donné celui qui coûtait plus cher que mon camion. Elle avait la même apparence. Cheveux noirs tirés en arrière, visage calme, mais ses yeux étaient plus larges que d'habitude, comme si elle ne s'attendait pas à moi. « Calme », dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. J'ai hoché la tête, gardant mes mains occupées avec la boîte, juste pour récupérer mes affaires. Dis-je sans la regarder trop longtemps. Elle entra, ferma la porte et resta là comme si elle ne savait pas quoi faire. « Tu le pensais vraiment ?» dit-elle, et ce n'était pas une question. J'ai encore hoché la tête. Ouais, elle s'est rapprochée, ses bottes claquaient sur le bois dur, et je pouvais la sentir essayer de me comprendre, comme elle le faisait toujours. « Nous pouvons arranger ça, dit-elle, et sa voix avait ce ton d'entraînement, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle pensait pouvoir me convaincre de n'importe quoi. J'ai secoué la tête, lentement et sûrement, et j'ai continué à faire mes valises. Non, nous ne pouvons pas. Elle s'est alors tue, et j'ai pensé qu'elle partirait peut-être. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là à me regarder plier une chemise, les bras croisés, comme si elles se tenaient ensemble. Tu n'as même pas essayé, dit-elle après une minute, et il y avait un peu de mordant maintenant, un peu de cette colère que j'attendais. Je me suis arrêtée, je l'ai regardée directement et j'ai dit, j'ai essayé pendant 7 ans, Marissa. Vous ne l'avez pas fait. Sa bouche s'ouvrit, puis ferma, comme si elle ne savait pas comment discuter cela. Je suis retournée à la boîte en empilant les photos, sentant que l'air se lourdait entre nous. Tu ne me suis jamais battue pour moi, dis-je, gardant ma voix stable, même si ça faisait mal de le dire à haute voix. Vous vous êtes battu pour me garder en place, pour me garder le silence, pour les garder heureux, mais vous n'avez jamais combattu pour moi. Elle tressaillit juste un peu et j'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux, peut-être la culpabilité, peut-être la réalisation, mais c'était parti vite. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, mais ça semblait faible, comme si elle ne le croyait pas elle-même. J'ai haussé les épaules, en tâchant la boîte. Peut-être pas, mais c'est vrai. J'ai ramassé la deuxième boîte, j'ai commencé dans le salon, quelques anciens disques, une tasse que j'aimais, et elle m'a suivi, planant comme si elle voulait m'arrêter mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que je suis censée leur dire ? Elle a demandé, et je savais qu'elle voulait dire sa famille. Je n'ai pas levé les yeux. Quoi que vous vouliez, je m'en fiche. Cela l'a frappée. Je pouvais le dire parce qu'elle est repartie plus longtemps. Cette fois, j'ai continué à bouger, j'ai continué à emballer, et quand j'avais fini, j'avais 2 boîtes et mon sac prêt à partir. Elle était toujours là, enrobée, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Calme, a-t-elle dit. Un dernier essai. Mais j'ai à nouveau secoué la tête. J'ai fini, Marissa, prends soin de toi. Je suis passée devant elle par la porte, en bas du couloir jusqu'à l'ascenseur. Elle n'a pas suivi, n'a pas appelé après moi, et quand les portes se sont fermées, je sentais à nouveau ce poids. J'ai conduit directement à l'aéroport, expédié les boîtes de l'Oregon, et pris le prochain vol de retour sur la côte. J'ai atterri sous un ciel plein d'étoiles, l'océan m'attendant, comme c'était toujours le cas. Cette dernière visite n'a rien changé. Il a juste fermé la porte. J'avais déjà traversé. Elle ne l'a toujours pas compris, pensait toujours qu'il s'agissait de réparer quelque chose de cassé. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait de lâcher prise. Je suis Calum Ridgway et après mon retour en Oregon depuis ce dernier voyage à New York, j'ai commencé à construire quelque chose de réel, pas seulement une vie, mais une version de moi-même. J'avais perdu quelque part en cours de route. Les boîtes du condo sont arrivées quelques jours plus tard et je les ai déballées lentement, mettant les livres de ma mère sur une étagère. J'avais ramassé dans une vente de garage, suspendu la photo de moi et Ellie sur le mur près du canapé. La montre de mon père est restée dans sa boîte pour l'instant. Je n'étais pas encore prêt à le porter, mais sachant que c'était bien. Ce petit studio de la côte commençait à ressembler à la mienne, pas seulement un endroit pour s'écraser, et chaque pièce que j'ai ajoutée le rendait plus solide. Je suis indépendant depuis que je suis arrivé ici, résolvant les problèmes technologiques des gens en ligne. Mais j'ai décidé de pousser plus loin.
J'ai commencé à faire de la publicité de mes services en ville, distribuant des dépliants au café et à la quincaillerie. Le mot se propage rapidement et bientôt. J'avais principalement des clients stables, des petites entreprises, qui aimaient que je n'avais pas trop compliqué les choses ou les surcharger. Ils s'en fichaient que je n'étais pas d'une famille de binômes ou que je me suis mariée dans de l'argent qu'ils ne verraient jamais. Ils se souciaient juste de me présenter et de faire le travail. C'était une sorte de respect que je n'avais pas ressenti depuis des années et ça m'a construit, brique by brique, dans quelqu'un que je pouvais me soutenir dans le miroir. La ville était petite, mais les gens étaient bons, honnêtes. D'une certaine manière, la foule de Marissa n'a jamais été. J'ai rencontré un gars nommé Pet au dîner un matin, un pêcheur avec des mains comme du papier de verre qui me hochait à la tête. Sur son café comme nous nous connaissions pour toujours. Il y avait Sarah, qui dirigeait le café et m'a toujours glissé un muffin supplémentaire quand je suis entrée, en disant « Vous avez l'air de pouvoir l'utiliser ». Ils n'ont pas posé de questions sur mon passé, n'avaient pas besoin de connaître mon tranche d'imposition ou avec qui j'étais mariée, et c'était un allègement que je ne savais pas que j'avais envie. J'ai commencé à traîner avec eux plus, saisissant une bière avec Pet après son arrivée, aidant Sarah à réparer son ancien ordinateur quand il s'est écrasé. Ils sont devenus mon peuple, non pas parce que je l'ai forcé, mais parce que c'est arrivé, naturel et facile. Je suis restée en contact avec Ellie aussi, l'appelant une nuit après m'être installée. Elle a repris le premier ring. Sa voix, brillante et bruyante, « Callum, tu es vivant ». Jerry lui a parlé du studio, de l'océan, du travail que je faisais. Elle a dit qu'elle était fière de moi et que je pouvais entendre la vérité. Elle attendait que je me libère plus longtemps que moi. Nous avons parlé de maman et papa, de la façon dont elle se rendait à la maison, et j'ai promis que je visiterais bientôt. C'était bien d'avoir à nouveau sa voix à mon oreille, comme un morceau de mon ancien moi-même en place. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, à suivre des sentiers, à travers les bois ou le long des falaises, le genre de choses que je n'avais jamais eu le temps de baquiste. L'air était tranchant, les vues largement, et elle m'a effacé la tête. D'une certaine manière, rien d'autre n'a fait. Un samedi, je me suis arrêtée au refuge local sur un coup de tête et je suis rentrée à la maison avec un chien, un débriché, mais avec une oreille qui se collait. Drôle, je l'ai nommé Booker après rien en particulier, juste un nom qui correspond. Il me suivait partout, trottant des promenades ou se recroquevillant à mes pieds pendant que je travaillais. Il n'a pas demandé grand-chose, juste de la nourriture, une tape sur la tête, une course rapide sur la plage et le donner. Cela m'a fait me sentir stable, comme si j'étais bon pour quelque chose. C'est drôle comment les choses les plus simples ont commencé à signifier le plus. Je m'asseyais sur mon balcon la nuit, Booker ronflant à côté de moi, écoutant les vagues et regardant les étoiles piquer dans l'obscurité. Le travail était en train de reprendre. Je consulte à temps plein maintenant, construisant des systèmes pour les magasins locaux, dépannage les réseaux, et les gens me faisaient confiance, comptaient sur moi, sans avoir besoin de connaître toute mon histoire. J'ai échangé les sols polis du condo contre ce petit endroit grinçant, le bruit de la ville pour le bourdonnement de l'océan, et ce n'était pas parfait, mais c'était le mien. J'avais passé si longtemps dans l'ombre de Marissa à se pencher pour s'adapter aux règles de sa famille que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir debout ici. Je n'ai pas eu à m'expliquer, je n'ai pas eu à m'excuser d'où je venais ou de ce que je n'avais pas. Pet me giflait dans le dos et disait « C'est bien de t'avoir autour, Cal », et Sarah souriait quand je corrigeais son imprimante, et c'était suffisant. Booker me poussait la main avec son nez mouillé et je riais, se grattant les oreilles, pensant à quel point c'était facile de le rendre heureux. J'avais trouvé la paix, pas le genre fort et dramatique, mais le genre calme qui coule lentement et reste. C'était dans l'air salé, le rythme constant de mes jours, la façon dont je pouvais m'entendre à nouveau. Je reconstruisais un petit morceau à la fois, et chaque brique que j'ai posée ressemblait à un pas de l'homme. J'étais celui qui avait supplié un siège à une table qui ne voulait jamais lui. Je suis Callum Ridgway, et après des mois de calme dans l'Oregon, le passé a commencé à ramener en arrière, pas fort ou à s'écraser, mais doux comme des échos que je ne pouvais pas tout à fait secouer. J'avais construit un bon rythme ici, work walks with Booker, coffee with Sarah, beers with Pet, et c'était solide, comme la vie que je voulais toujours voulu mais je ne savais pas que je pourrais avoir. Le studio était à la maison maintenant, avec ses étagères d'épargne et le son de l'océan qui me tient compagnie la nuit. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone pour les messages de Marissa ou de sa famille, cessé de se battre pour leur prochain déménagement. Je pensais les avoir laissés pour de bon. Mais un matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vu un email d'elle. Ce n'était pas beaucoup, juste quelques lignes, pas de sujet, mais ça m'a arrêté froid. Je me suis assis là à ma petite table, le café se refroidit dans mes mains, regardant son nom à l'écran. Une partie de moi voulait le supprimer non lu. Garder la paix pour laquelle je me suis battue si dur. Mais une autre partie, la partie obstinée peut-être, cliqua dessus. Elle ne m'a pas supplié de revenir,
n'a pas essayé de me culpabiliser comme sa mère l'avait fait. C'était plus simple que ça. Plus triste aussi. Je le vois maintenant, Calom. Elle a écrit comment cela s'est effondré. J'étais tellement occupée à essayer de les garder heureux, maman Grégory, toutes, que je n'ai pas vu que je te perdais. Je suis désolée, c'est ça? Pas de promesses, non, s'il vous plaît, regrettez-vous. Disposé clair et silencieux. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis penchée en arrière sur ma chaise, le laissant couler, Booker a fait un peu de jambe à ma jambe, pleurnichant pour sa promenade. Mais je me suis assis là à regarder les mots. Ce n'était pas de la colère qui m'a frappée. J'ai brûlé il y a des mois. C'était autre chose, une sorte de douleur fatiguée. Elle l'a vu maintenant. Elle a dit, mais où était cette clarté quand je me tenais devant elle lui demandant de me choisir? Où était-ce quand je faisais mon sac, attendant qu'elle dise quelque chose pour m'arrêter? Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais fou, pas parce que je voulais la blesser, mais parce qu'il ne restait plus rien à dire. Le silence était plus vrai que tous les mots que je pouvais renvoyer. C'était la réponse qu'elle n'avait jamais entendue quand j'étais toujours là, essayant toujours. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai attrapé la laisse de Booker et je l'ai emmené à la plage, laissant le vent et les vagues noyer l'écho de son email. Le sable était froid sous mes bottes et Booker a couru en avant des goélands pendant que je marchais, les mains lentes dans mes poches, y réfléchissant. Elle m'avait perdu bien avant de partir, et je l'avais perdu aussi, quelque part entre les règles de sa famille et mon propre point de rupture. Cet email n'a rien changé. Cela a juste confirmé ce que je savais déjà. J'avais fini, portant son regret avec le mien. Quelques mois plus tard, une autre lettre est venue, cette fois dans le courrier, manuscrite sur du papier épais qui sentait légèrement le parfum de BLE. Je savais que c'était d'elle avant même de l'ouvrir. Marissa n'a pas écrit de lettre, mais sa mère a adoré le drame. Je me tenais près de la boîte aux lettres, l'océan grondant au loin et je l'ai déchiré. Calom. Tout a commencé, tous formels et tranchants. Vous avez brisé le cœur de ma fille. Vous vous êtes éloigné de vos responsabilités, de notre famille, et l'avez laissé pour ramasser les pièces. J'espère que vous êtes fiers de vous. Le reste était plus de la même condescendance, dégoulinant de chaque ligne, me blâmant comme si je me suis incendié leur petit monde parfait. Je l'ai lu une fois, debout là dans le vent, puis je suis entré à l'intérieur et je l'ai alimenté au déchiqueteur près de mon bureau, le mot de machine le mâchant et j'ai regardé les pièces tomber dans la poubelle, ne ressentant que du soulagement. BLE ne l'a pas compris, jamais. Elle pensait que j'avais brisé Marissa. Mais Marissa s'était brisée, les choisissant par rapport à moi chaque fois qu'elle avait. Je n'étais pas fière de partir, mais je n'avais pas non plus honte non plus. C'était ce que je devais faire pour respirer à nouveau. Je ne lui ai plus de réponse, je ne lui devons plus rien. Le déchiqueteur a cliqué et j'ai pris Booker pour une autre promenade, laissant l'air de sel me nettoyer la tête. Ces échos, le courrier électronique de Marissa, la lettre de BLE, n'arrêtaient pas de venir, mais ils ne sont pas restés. J'avais trop construit ici pour les laisser me retirer. Le travail était stable maintenant, mes clients comptent sur moi et j'ai aimé le poids de cela, la façon dont cela m'a gardé à la terre. Pet et moi avions commencé à pêcher le week-end, juste un petit bateau et des heures tranquilles sur l'eau, et Sarah me taquinait à propos de mon coup de soleil quand je suis entrée dans la boutique après que Ellie ait appelé, me racontant parfois sa vie à l'Est, et je lui parlerais du dernier tour de Booker ou de la vue depuis mon balcon. C'était petit, ce monde que j'avais fait, mais il était solide et il ne se penchait aux règles de personne d'autre. Le passé pourrait faire écho à tout ce qu'il voulait. Marissa pouvait regretter, BLE pouvait rage, mais je n'écoutais plus. J'avais trouvé mon pied, une étape à la fois, et chaque jour je suis restée disparue. Ces voix sont devenues plus silencieuses. Je m'asseyais sur le bluff certaines nuits, en regardant les vagues s'écraser sous les étoiles, et j'ai senti la vérité s'installer. Je n'avais pas besoin de leur pardon, je n'avais pas besoin de leur compréhension. J'avais ceci, l'océan, le chien, les gens qui se moquaient d'où je venais, et c'était suffisant. Je suis Calom Ridgway et cela fait 1 an que je ne suis pas sortie de cette grande maison à New York, 1 an depuis que j'ai acheté ce billet aller simple pour l'Oregon et j'ai décidé d'arrêter de m'expliquer. Le divorce est définitif maintenant, les papiers signés, les avocats ont payé, toute l'extrémité l'âge attaché, soignée et propre. Je vis dans un endroit modeste sur un bluff donnant sur le Pacifique, un pas en place du studio mais toujours simple, avec un porche où je peux m'asseoir et regarder l'eau s'étirer pour toujours. Je me réveille tôt la plupart des jours, je fais du café et je fais Booker pour une promenade le long du rivage avant de m'installer au travail, toujours en technologie, toujours à réparer les systèmes et à résoudre des problèmes, mais à mes conditions. Maintenant. L'air a toujours cette morsure salée et le son des vagues est une constante, comme un rythme cardiaque auquel je suis habituée. Ce n'est pas une vie flashy, mais c'est le mien et c'est le plus grand changement de tous. Je ne réponds plus à personne. À l'époque où je suis partie, Marissa voulait des excuses.
je voulais que je mette une dernière fois pour s'adapter à son monde, mais j'ai choisi le billet à la place et je n'ai jamais regardé en arrière. Le condo, sa famille, tout ce désordre suffocant. C'est un souvenir qui s'estompe maintenant un peu plus. Chaque jour, je passe ici, j'y pense parfois, comment j'ai passé 7 ans à essayer d'être ce qu'il voulait, me tordant en eux pour prouver que j'étais assez bon. Sa mère, BLE, avec ses regards froids et ses mots plus nets. Grégory avec ses sourires et ses coups, et Marissa a pris entre eux et moi, toujours en train de choisir leur côté quand cela comptait. Je me demandais si j'avais pu me battre plus fort, rester plus longtemps, mais ici, avec l'océan devant moi et Booker à mes pieds, je sais que j'ai fait la bonne chose. Partey n'était pas en cours d'exécution, ça me sauvait. Le divorce a pris des mois à régler, plus longtemps qu'il aurait dû, car Marissa a traîné les pieds. Elle ne s'est pas battue carrément, ne s'est pas présentée avec les avocats en criant, mais elle a bloqué, a raté les délais, a demandé des extensions, comme elle pensait que je change de tête si elle m'attendait. Je ne l'ai pas fait. Mon avocat en a géré la majeure partie, et j'ai gardé mes distances, en envoyant des emails quand je devais le garder court et précis. Lorsque les papiers finaux sont passés, je les ai signés à ma table de cuisine, la broche se grattant fort dans le calme et ressentis un soulèvement de poids. Je ne savais pas toujours là. C'était fait. Plus de liens, plus de revendications, juste moi et la vie que j'ai construite ici. J'ai mes routines. Travailler le matin, des randonnées ou une pêche avec Pet. Le week-end, café avec Sarah alors qu'elle n'est pas submergée à la boutique. Ellie est venue visiter une fois, est restée une semaine et nous nous sommes assis sur le porche tous les soirs en parlant de tout et rien. Elle a dit que j'avais l'air différent, plus léger, et je lui ai dit que je le ressentais aussi. Booker a grandi en lui-même, toujours débraillé mais plus intelligent maintenant, et il est mon ombre, me suit de pièce en pièce, dort près de la porte comme s'il la gardait. Les habitants de la ville me connaissent, pas toute mon histoire, juste les parties que l'on partage, et ils n'en demandent pas plus. Pet m'appelle Cal, comme si c'était toujours mon nom, et Sarah a commencé à me faire confiance avec les magasins, les livres lorsque ces numéros ne s'additionnent pas. C'est une communauté, pas forcée ou fausse, juste des gens qui vivent leur vie aux côtés du mien. Je ne m'explique plus, pas à eux, pas à personne. C'est la vraie liberté, ce que je ne savais pas que j'avais perdu avant de le récupérer à New York. Je justifiais toujours pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je ne les aimais pas, pourquoi je méritais un siège à leur table ici. Personne ne s'en soucie. Je me présente, je fais mon travail, je craque une bière avec Pet ou jette un bâton pour Booker, et c'est suffisant. Je ne dois personne. Mon histoire n'a pas à prouver que je vaux quelque chose. La famille de Marissa pensait que l'amour était venu avec des conditions. Obéissez, montez, excusez-vous lorsque vous sortez de la ligne. Mais j'ai appris que ce n'est pas nécessaire. Ellie m'aime parce que je suis son frère, Pet parce que je suis une amie, réservez-la parce que je suis sa personne. C'est simple et simple, c'est ce dont j'avais besoin depuis le début. Je pense à Marissa, je me demande parfois ce qu'elle fait maintenant que les papiers sont signés. Peut-être qu'elle est toujours dans le condo, allant toujours dans ses dîners de famille, essayant toujours de garder BLE heureux. Son email il y a des mois, celui de regret, reste sans réponse dans ma boîte de réception, et je n'ai jamais ressenti le besoin de changer cela. Elle a fait son choix à l'époque, les ramassant sur moi, et j'ai fait le mien quand je suis sortie. Nous sommes même maintenant à la fois libres de vivre comme nous le voulons, mais pas ensemble. Je ne la déteste pas, je ne lui en veux même plus, c'est juste fait. Le bluff est ma maison maintenant, avec sa vue large et ses nuits tranquilles, et chaque jour je passe ici, je me sens plus comme l'homme que j'étais censé être. Je travaille dur, garde les choses faciles et laisse l'océan lisser le reste. Pas d'excuses, pas de retour en arrière, juste moi, mon chien, mon peuple, dans une vie que j'ai construite à ma façon.